L'intervalle de temps qui s'écoule entre deux passages du Soleil en son zénith s'appelle jour solaire. La rotation de la Terre étant irrégulière, on mesure aujourd'hui le temps avec des horloges atomiques. Elles sont capables de prendre en compte les fluctuations de la rotation terrestre dans le calcul du temps universel. En France, cette mesure incombe au Laboratoire national de métrologie de l'Observatoire de Paris. La seconde est l'unité de mesure de notre système temporel actuel depuis 1900 environ. Elle se calcule en fonction de la durée de la rotation terrestre, qui elle-même varie dans le temps. D'une part, à cause des marées, qui entraînent un ralentissement de la rotation, d'autre part, à cause des modifications dans la répartition des masses sur et dans la Terre. C'est là que se faufile la seconde additionnelle. Au cours des 30 dernières années, il a fallu ajouter un saut de seconde en moyenne tous les 18 mois. En les cumulant, on obtient des résultats étonnants. Des chercheurs ont mis en évidence qu'il y a 900 millions d'années, une journée ne durait que 18 heures. Le professeur Konstantin Meil, physicien, a étudié de près le ralentissement de la rotation terrestre. D'après la loi de la conservation du moment cinétique, un ralentissement correspond à un gain de masse, donc à une croissance de la Terre. Pour parler en chiffres, un ralentissement de 0,7 secondes par an équivaudrait à un accroissement de la circonférence de la Terre d'exactement 19 cm par an. Il s'agit d'une mise à plat de la Terre. Dans l'océan Pacifique, l'écorce terrestre s'ouvre d'une quinzaine de centimètres par an. Dans l'Atlantique, de 3 à 4 cm. La Terre se déchire et de ces déchirures jaillissent des fumées volcaniques. La subduction, c'est-à-dire le glissement, aurait lieu dans ces profondeurs. Du fait de la dérive, les plaques tectoniques s'écartent l'une de l'autre. Elles entrent en collision avec d'autres plaques, ce qui donne lieu à des tremblements de terre. Le plancher océanique se glisse sous la croûte continentale, il plonge dans le manteau supérieur et il fond dans le magma. Mais peut-on le prouver? On ne peut pas prouver ce qui se passe à 500 km de profondeur. Au lieu de regarder sur un planisphère, on regarde sur une sphère la dorsale qui entoure le continent antarctique. Il n'y a pas de subduction constatée autour de ce continent avec l'émergence de volcans. Alors, comment expliquer un éloignement dans toutes les directions autrement que de se rendre à l'évidence que seul un grossissement l'explique? Dans les milieux scientifiques, plus personne ne veut entendre parler de l'expansion terrestre. Les géologues et les groupes de recherche se sont tournés vers d'autres sujets. Et le seul fait d'évoquer l'expansion terrestre suscite une vive réprobation. Il n'en a pas toujours été ainsi. En 1965, Heinz Haber, célèbre animateur d'émissions scientifiques à la télévision allemande, avait consacré toute une émission à l'expansion terrestre. Pour la première fois, on voyait un professeur gonfler un globe terrestre. Vous pouvez voir maintenant se séparer les deux continents et apparaître l'océan Atlantique avec sa forme en S très caractéristique. La thèse de l'expansion soutient qu'il y a quelques centaines de millions d'années, la Terre était à peu près moitié moins grande qu'aujourd'hui. L'argument principal, les continents imbriqués les uns dans les autres fermaient presque complètement l'écorce terrestre. Toujours selon cette théorie, la Terre aurait ensuite considérablement grossi. Plus d'1 millier d'articles scientifiques ont déjà été publiés sur le sujet. Ils sont énumérés dans un ouvrage coédité par le professeur Jacob. La position des continents les uns par rapport aux autres reste constante. Ils ne se heurtent pas les uns aux autres. Leurs contours ne se sont pas sensiblement modifiés. Ils se sont juste détachés selon un mouvement rayonnant, une radiale. Dans son atelier, Vogel procède à de nombreuses expériences tendant à simuler l'expansion de la Terre. Ici,
des segments de globe décalqués sont collés sur un ballon en caoutchouc. J'ai collé les continents en double parce que la croûte continentale est nettement plus épaisse que le plancher marin. On est ainsi plus proche des conditions naturelles. Ce que je veux montrer, c'est que lors du processus d'expansion, la croûte se déchire en son point le plus faible, c'est-à-dire là où se forment les océans. Vogel gonfle alors le ballon à l'aide d'un compresseur. Les continents, ici l'Australie et l'Antarctique, s'éloignent les uns des autres. L'Australie est ici et la Californie est là. Entre ces deux zones s'est ouvert le Pacifique, notre plus ancien océan. Quand on regarde les fonds marins, l'image est étonnante. On voit surgir des montagnes. Le plancher océanique se déchire. Dans les failles, des gaz et de la lave brûlants sont propulsés vers le haut, donnant ainsi naissance à des montagnes. Ces phénomènes semblent attester une expansion de la Terre. Regardez-moi ça. On essaie très sérieusement de comprendre comment ces sauriens terrestres ont pu vivre malgré leur poids colossal. En fait, les dinosaures auraient dû être écrasés par leur propre poids. Leur squelette ne pouvait pas porter 80 tonnes. La taille de ces sauriens s'explique très facilement si l'on admet qu'à leur époque, la pesanteur était nettement inférieure à celle d'aujourd'hui. Je pense que l'attraction terrestre a dû augmenter. Pour moi, c'est très clair. La seule explication, c'est que la masse de la Terre s'est accrue. Je pense que l'attraction terrestre a dû augmenter. Pour moi, c'est très clair. La seule explication, c'est que la masse de la Terre s'est accrue. De l'énergie de neutrinos venus de l'espace. En explosant, les supernovae produisent d'importantes pluies de neutrinos. Au centre de bien des galaxies, les trous noirs en seraient également une source importante. L'univers est incontestablement un océan de neutrinos. Un océan dans lequel flotte également notre Terre. Le professeur Mile part du principe que des processus de désintégration atomique se produisent dans le noyau terrestre et que les neutrinos jouent un rôle important dans ce processus. D'après sa théorie, les neutrinos dégagent une force de freinage et se matérialisent en corpuscules de masse. Ce dégagement d'énergie serait particulièrement intensif lors des éclipses de soleil. Positionnée devant le soleil, la Lune fonctionnerait alors comme un verre ardent ou une lentille. Les neutrinos, alors placés en faisceau, provoqueraient une modification de leur rotation terrestre. On a constaté un changement d'allure de ce genre lors de l'éclipse de 1999. On comprend maintenant en quoi l'expérience observée en début d'émission, celle du long pendule de l'observatoire de Kremmünster en Autriche, était significative. Normalement, le plan de polarisation, créé par la rotation terrestre, tourne lentement et régulièrement sous le pendule. Mais 6 heures après le début de l'éclipse de soleil, le pendule, dont l'oscillation allait en s'amenuisant, s'était écarté de 10 degrés par rapport à son amplitude attendue. L'accélération de la rotation terrestre pourrait expliquer ce phénomène. Une observation sensationnelle, mais qu'on allait bientôt réfuter. Motif, le pendule de Kremmünster serait imprécis. Mais une nouvelle génération de pendules de précision est désormais en service. Appelés pendules paraconiques, ils peuvent, puisqu'ils disposent d'un roulement à billes, osciller dans toutes les directions. Des détecteurs à laser mesurent l'angle d'oscillation. Les dernières mesures de l'Institut de recherche sur la gravitation ont révélé une modification abrupte de cet angle lors de l'éclipse de soleil de septembre 2006. Mais la cause de modification continue de diviser les chercheurs. Ces expériences menées avec les pendules peuvent confirmer l'accélération de la rotation terrestre durant l'éclipse de soleil de 1999. Mais le professeur Mile nous fournit un indice supplémentaire.
la seconde additionnelle, celle qu'il faut intercaler pour adapter le temps. Depuis 1972, et presque chaque année, il a fallu rajouter une seconde pour rétablir l'équilibre. Or, entre 1999 et 2005, le saut de seconde a été inutile, parce que, durant cette période, la Terre a tourné nettement plus vite. Il est possible que cette accélération ait été provoquée par l'éclipse de soleil de 1999. Rappelez-vous, 5 jours après cette éclipse, de graves séismes ont eu lieu en Turquie, où s'était portée l'ombre pure, faisant 20 000 morts. Lors de ses interventions en public, Mile prétend que ces tremblements de terre et d'autres pourraient avoir été déclenchés par l'éclipse de soleil. Le professeur Mile prétend que si le rayonnement de neutrinos mis en faisceau par la Lune touche le noyau terrestre de façon tangentielle, le noyau est alors soumis à une dynamique unilatérale qui le pousse vers l'écorce terrestre. Cette déviation du noyau est représentée ici de façon exagérée, pour en faciliter la compréhension. Cette traction unilatérale génère une onde de pression qui se transmet ensuite à la surface de la Terre via le magma en fusion. En mars 2006, a lieu une nouvelle éclipse de soleil, visible partiellement en Europe centrale. Au parc technologique de Villingen-Schwenningen, dans la Forêt Noire, le professeur Mile et le directeur du parc ont suspendu un pendule. Il servira au professeur à faire une démonstration lors de la conférence publique qu'il va donner le même jour. Nous sommes le 29 mars 2006. Peu avant le début de l'éclipse, le professeur avance un pronostic hasardeux. Le directeur du parc et une horloge radio sont ses témoins. Je m'attends à un éventuel tremblement de terre de magnitude moyenne, non pas au moment où le noyau d'ombre survolera la Turquie, mais plusieurs jours plus tard. Or, en Turquie et dans l'est du bassin méditerranéen, l'éclipse de soleil est totale, alors qu'elle n'est que partiellement visible en Europe centrale. Suivons ici la trajectoire de l'ombre pure de l'éclipse de 2006. Si l'on abaisse une perpendiculaire vers la Terre, on peut s'attendre à ce que la trajectoire du noyau terrestre passe par ici. Comme on peut le constater, l'intersection de ces deux lignes se fait dans l'est du bassin méditerranéen. C'est là qu'il faut s'attendre à une activité sismique. Dès le lendemain, on enregistre à Chypre un raz-de-marée d'amplitude moyenne. L'épicentre se situe non loin du noyau d'ombre. 2 jours après l'éclipse, c'est un deuxième raz-de-marée de magnitude moyenne qui a lieu du côté de la Crète, juste au bord de la zone d'ombre pure. Le même jour, de graves mouvements sismiques secouent l'ouest de l'Iran. On dénombrera au moins 70 morts et plus de 1000 blessés. 5 jours après l'éclipse, c'est toute une série de raz-de-marée qui commence au large de l'île grecque de Zakynthos. Durant au moins 2 semaines, les habitants de l'île ne connaîtront pas le repos. Même dans cette région où les tremblements de terre sont monnaie courante, la chose est inhabituelle. Les séismologues parlent d'un phénomène, mais n'établissent pas de rapport avec l'éclipse. Tout cela ne serait-il qu'un hasard? Le professeur Jacob sait bien qu'en matière de tremblements de terre, les prévisions sont extrêmement difficiles. D'autant que selon l'endroit où se pose le noyau d'ombre d'une éclipse solaire, la composition de l'écorce terrestre varie. J'imagine tout à fait que des interactions énergétiques aient lieu au sein de l'écorce terrestre, et que soit ces interactions augmentent d'amplitude et s'accroissent, soit elles se compensent et décroissent. En tout cas, je considère qu'il est urgent que la science se penche sérieusement sur le phénomène de l'éclipse de soleil, en relation avec les tremblements de terre et les raz-de-marée. En 2006, l'activité solaire a été plus faible qu'en 1999, ce qui pourrait expliquer la différence d'intensité des tremblements de terre.